Salut Alex, salut Alexandre. En fait, je sais pas si j'ai le droit de t'appeler Alex. Euh, Oh oui. Bienvenue sur le podcast Courageusement humain. On est dans une période un peu particulière, confinement, tout ça. Juste avant d'aller un peu plus en profondeur dans ton histoire, Alex, comment ça va? Ça va vite, je trouve. Moi, de mon côté, je suis pas trop à la maison dans le sens où je travaille dans les hôpitaux. Je répare des appareils médicaux. Puis en même temps, ben là, je fais du télétravail à la maison pour mon deuxième emploi. Puis en même temps, je finis ma technique. Fait que ça roule. Ça roule. Puis jusqu'en juin, je vais être dans le jus, mais ça se fait bien. Ça se fait bien. Mais on va bien. Côté santé, tout va correct. Génial. Euh, Qu'est-ce que ça représente, cette période-là, pour toi? Tu sais, pour plusieurs, c'est le ralentissement, c'est le retour à l'essentiel. On a chacun identifié ou en tout cas donné une signification à cette période-là. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Je te dirais que c'est une étape de ma vie qui s'ouvre dans un sens parce que veux pas, tu sais, justement les prochaines semaines, je vais terminer des choses qui font partie de ma vie depuis longtemps. Tu sais, ça fait plusieurs années que j'étudie, là, mais cette technique-là, ça fait quand même 3 ans que je suis dedans à temps plein. J'ai mon nouvel emploi qui est mes 2 stages, que je vais avoir un poste probablement. Donc, c'est des choses qui s'ouvrent à moi pour le futur, tu sais, qui Mhm. s'annoncent vers moi. Puis c'est des remises en question aussi, parce que veux pas, vu que j'ai beaucoup de choses à faire, faut que je choisisse des choses à délaisser, parce qu'à un moment donné, je veux dire, le corps suivra plus. Donc, c'est des remises en question beaucoup sur, OK, qu'est-ce que je vais continuer à faire, qu'est-ce que je vais garder dans ma vie. Puis ça se peut que je fasse des choix. C'est pas évident. Fait que j'en profite en ce moment pour faire ces choix-là, pour voir qu'est-ce qui s'annonce, puis qu'est-ce qui va arriver. Génial. Écoute, on a travaillé ensemble dans le passé, les années 2014-2015 ou à peu près. Euh, le souvenir que j'ai de toi, c'est quelqu'un à son affaire, totalement dédié. Bon, on était dans un environnement où on offrait des services, là, puis pour moi, tu représentais la personne sur laquelle c'était. Puis je ne veux pas avoir l'air têteux, mais c'est comme ça que je le vivais, tu sais, quand j'étais en présence en ta présence. C'est OK, cette personne-là est fiable, est dédiée, elle va donner tout ce qu'elle a. Euh, Elle va travailler fort, elle va supporter ses voisins, ses voisines. Mais quelque part, au fond de moi, quand je te croisais, je me disais, il me semble qu'il y a comme une espèce de petit fond de tristesse ou de je ne sais pas trop quoi. Puis évidemment, on était des collègues de travail, j'osais pas aller gratter, à part de te demander comment tu allais puis ouvrir des portes, tu sais, mais comment tu reçois ça, ce que j'ai gardé de toi en mémoire? Ben, t'es pas le premier qui me dit ça, parce que, bon, c'est sûr que, tu sais, veux pas, j'ai vécu beaucoup de choses dans les dernières années. En fait, en 2011, j'ai perdu ma mère, ce qui a fait, je dirais, une grosse coupure dans ma vie. Mhm. Ça m'a remis en question, parce que c'était un peu ma confidente, c'était ma meilleure amie, c'était la personne vraiment qui pouvait me ramener si j'allais trop dans les émotions. Tu sais, j'appelle vraiment ça comme mon domineur, là, tu sais. S'il y avait une bombe qui tombait dans ma vie, c'était elle qui était capable de comme, genre, étouffer l'explosion. Fait qu'en la perdant, ben là, c'est comme si l'explosion, elle avait plus de manière de se contenir, là. Tu sais, c'était complètement free fall, on va dire. Donc ça a un peu dégénéré dans ma vie, dans le sens où, l'alcool, les drogues ont rentré dans ma vie pendant quelques années. Euh, et à un moment donné, avec des relations qui étaient relativement toxiques. Et à un moment donné, ben, c'est ça, j'ai eu une relation qui s'est terminée, puis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop dépendant à ces relations-là. Mhm. Et c'est là que j'ai voulu aller en thérapie. Dans le fond, au départ, c'était pour l'alcool et la dépendance affective, mais eux m'ont dit, ben, les drogues aussi. Puis là, bon, avec les années, je voyais bien que dans le fond, je suis juste dépendant, point final. Tu Mhm. sais, il faut que je fasse attention à n'importe quoi. Mais c'est ça, je pense que fait une ouverture dans ma vie à essayer de régler des problèmes.
Et veut pas, tu sais, c'est pas en 2 secondes qu'on peut régler nos problèmes. Mmh. Et à force de travailler sur moi, ben, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème beaucoup plus profond qui était mon identité. Mmh. Euh, Fait que c'est ça qui fait que je crois que les gens voyaient une espèce de tristesse parce que je m'aimais pas, Mmh. mais vraiment profondément. Puis je pense que c'est ça qui restait. Et j'étais tellement quelqu'un qui voulait être aimé dans la vie, qui voulait vraiment que les gens m'apprécient, parce que je m'appréciais pas moi-même, j'avais besoin de comment je pourrais dire ça, cette appréciation-là de ces gens-là. Donc, comme un peu tu dis, je donnais. J'aurais pu être là pour n'importe qui, justement, puis de me donner mon 100%, mais en même temps, je m'oubliais dans tout ça parce que, je veux dire, je n'étais pas là pour moi-même. Tu sais. Mmh. Mm. Évidemment, tu as effleuré un peu le sujet sur lequel j'ai envie d'aller, j'aime utiliser le terme «danser», là, mais j'aime aller danser avec les gens, c'est-à-dire avoir une conversation qui s'avance tout doucement. Tu as parlé de ton identité, Alex. Hem, Ce que je comprends aujourd'hui avec, tu sais, avec le recul, puis bon, je t'ai vu, tu sais, je tu sais, quelque part, je pense que c'est en juillet 2018 où une nouvelle page Facebook est venue au monde. Il me semble que c'est le 15 que j'ai dans ma tête, là, mais je peux me tromper. Dans ces environs-là, ouais. Hem, je me souviens d'avoir, il me semble, reçu une demande d'amitié, mais je ne suis pas certain lequel de nous deux a fait le pas en premier. Moi, je n'étais pas au courant de cette démarche-là parce que bon, j'avais quitté l'organisation pour laquelle tu travailles encore. Cette espèce de quête d'identité, ça fait, je veux dire, est-ce que ça s'est présenté dans ta vie avant la thérapie? As-tu l'impression que c'est quelque chose qui t'habite depuis très longtemps avant ça? Ou c'est ce que tu as découvert en cours de route? Je dirais qu'au départ, là, tu sais, justement, je voulais tellement que les gens m'apprécient que toute ma vie, un peu, tu sais, les gens me disaient: «Ah, t'es une femme, bon, faut que tu sois une femme, puis il faut que tu respires la féminité». Fait que, tu sais, j'ai essayé d'être cette Mmh. femme-là. Je l'ai essayé parce que les gens voulaient que je la sois. Mmh. Ce qui est arrivé, je crois, puis, tu sais, je veux dire, dans mes plus vieux souvenirs, même à l'âge de 6 ans, moi, je voulais être un gars, dans le sens où, tu sais, je préférais tout ce qui était gars, je voulais m'habiller en gars, tu sais, j'aurais aimé ça, être un gars. Puis, tu sais, dans ma tête, ça se pouvait pas parce que, Mmh. bon, dans ces années-là, c'était pas connu encore vraiment la transidentité. Donc, c'est pas quelque chose que les gens auraient pu me dire: «Ah oui, mais tu sais, probablement que c'est ça qui t'arrive». Fait que je l'ai comme un peu, bon, je dirais, envoyé bien profond, puis tu sais, Mmh. j'y touche à plus. Et vers 21 ans, justement, ma mère est encore en vie, là, ça faisait pas très longtemps, puis dans le fond, je voyais une psychologue pour le deuil. Bon, on savait que ma mère allait décéder, donc c'était pour moi un cheminement à faire, puis j'avais Mmh. besoin de ça. Donc, je voyais une psychologue et je lui ai posé la question. Je lui ai demandé: «Est-ce que ça se peut que certains matins, je me réveille et je me sente comme un gars?» Bon, dans ce temps-là, les termes n'étaient pas là. Donc, elle m'a parlé plus de bispiritualité, qui est plus au niveau des communautés autochtones, donc qui n'est pas vraiment référence à ce que moi je suis. Mais sur le coup, ça a mis un pansement là-dessus. Puis je me suis dit: «OK, peut-être que c'est ça». Mmh. Je me suis informé. Bon, ça parlait de 2 âmes dans un corps. Puis je me suis dit: «Peut-être que c'est ça, je vais laisser ça comme ça». Mais là, avec les années, c'est ça, en travaillant sur moi, je me suis bien rendu compte que j'arrivais pas à apprécier mon physique, j'arrivais pas à apprécier la personne que j'étais et je me sentais pas bien. Mmh. Et plus les gens que je côtoyais, autant dans mes relations personnelles, me laissaient être qui je voulais, mais c'est là que j'avais des problèmes en bout de ligne parce que, je veux dire, tout le monde voyait la personne que j'étais, puis moi, je me sentais un peu mieux. Fait que là, oh, je remarquais que c'était peut-être ça, c'était peut-être mon genre qui posait problème. C'est là que je me sentais encore moins bien parce que là, je devenais dans une crise d'anxiété de dire: «OK, mais je suis pogné dans mon corps, je peux pas sortir de là». Hem, Puis avec le temps, ben c'est ça, sur le coup, moi, je me disais: «Je peux pas aller dans ce cheminement-là». Je veux dire, j'étais rendu dans la vingtaine, puis je me disais: «Ça fait bien trop longtemps que je vis pour arriver puis dire à toute ma famille, tous mes amis, ben voilà, je suis rendu un gars, puis faites avec». Mmh. Fait que j'ai été longtemps
être dans le déni, de ne pas vouloir embarquer dans tout ça parce que aussi c'est un gros processus physique. Et avec le temps, avec les années, je me rendais bien compte que j'arriverais jamais à être bien. Fait que je me suis dit: «Est-ce que je veux vraiment attendre?» Le plus difficile, c'était vraiment ma famille. Fait que mon père, mon frère, surtout mon père. Puis j'avais peur, de sa réaction. J'avais tu sais, j'avais un peu le sentiment de dire: «Ben, je vais attendre que mon père soit plus là». Mhm. Heu, puis j'ai un ami qui m'avait dit: «Ben, tu peux pas attendre parce que, tu sais, si tu es rendu à 50 ans, rendu là, tu vas avoir perdu 50 ans de ta vie». Puis c'est ça qui m'a fait réfléchir, puis je me suis dit: «OK, non, je peux pas faire ça. Je vais vivre ma vie pleinement, elle est à moi, puis je verrai vers où ça me mène». Fait que j'ai posé des questions, je suis allé chercher des informations, puis je te dirais peut-être un mois après, mon coming out, pas mal toute ma famille le savait, mes amis le savaient. J'étais avec mon père, on écoutait des vidéos d'enfants de moi puis mon frère parce qu'on allait le visiter, à Vancouver. Puis il allait avoir des enfants, éventuellement là, quelques mois plus tard. Donc on écoutait ça et à un moment donné, on m'entend clairement dire à 3 ans et demi: «Je suis un gars moi, je suis un gars». Puis là, j'ai fait: «OK, ça vient pas de n'importe où là, tu sais, c'est Mhm. vraiment ça, puis c'est vraiment là depuis toujours». C'est juste que c'est le temps que ça m'a pris de l'assimiler puis de l'accepter plutôt. Mhm. Quand tu regardes cette période-là en arrière où tu as vécu comme une femme jusqu'au moment où tu as choisi d'assumer cette identité-là, quel regard tu poses là-dessus? As-tu l'impression, puis je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais as-tu l'impression que tu as perdu du temps? As-tu l'impression que tu as juste cheminé? Quel genre de regard tu mets sur cette période-là de ta vie? Hem, je te dirais que, j'ai tout le temps été quelqu'un de fier dans la vie. J'ai tout le temps voulu, performer, changer les choses, donc au niveau du fait que j'étais une femme, je me suis beaucoup battu pour la cause des femmes. Donc, tu sais, j'ai travaillé dans des domaines, typiquement masculins, où il a fallu que je fasse ma place, où il a fallu que, je mette mon pied à terre en tant que femme, et je suis fier de ça. Tu sais, je veux Mhm. dire, j'ai gagné des bourses d'études, j'ai gagné des choses qui font que, je suis zéro déçu de par où je suis passé quand même. Professionnellement, ma carrière a été super en tant que femme. Il y a eu des embûches, mais en même temps, je sais un peu plus que les femmes vont vivre. Fait que Mhm. j'ai cette empathie-là énorme pour leur cause et jamais je vais fermer les yeux sur ce que j'ai été et qui j'ai été, là. Au contraire, je pense que ça va me servir dans plusieurs aspects de ma vie, en fait, de comprendre les gens des deux sphères, là. Tout à fait. 2018 a été une grosse année pour toi. Mhm. Puis je regarde mes notes si tu me permets. Il n'y a pas de trop. Donc, 15 juillet, création de la page Alexandre Bédard. 24 juillet, visite au directeur de l'État civil. 14 août, changement de nom officiel. Euh, comme, pa- explique-nous, comment on vit ça? Tu sais, moi, c'est pas là pour moi. Tu sais, j'ai cette ouverture-là d'en jaser avec toi, mais je sais très bien dans mon fort intérieur que c'est pas un processus que je vais vivre dans ma vie. J'imagine que ça ressemble à un processus qui ressemble peut-être à des choses que moi j'ai vécues parce que j'ai eu des doutes par rapport à qui j'étais, par rapport à ce que je valais, etc. J'imagine que quelque part, il y a une mini-similitude sans vouloir comparer. C'est quoi le processus dans lequel tu te retrouves? Parce que là, tu choisis de créer une page, tu choisis de faire une demande. Je veux dire, plus ça va, plus tu t'exposes, entre guillemets. Mhm. Et on a bien entendu tantôt que ton plus grand souhait, c'était de faire en sorte que tout le monde autour de toi t'aime. Donc, il y a des choix à faire. J'imagine qu'il y a des amitiés à laisser tomber. Comment ça se passe 2018 pour toi? Ça a été une grosse année, honnêtement, là. Au départ, là, je te dirais, j'ai fait la première journée où j'ai décidé vraiment que j'allais y aller de l'avant, ça a été le 13 juin. J'ai eu une rencontre avec un travailleur social que je connaissais personnellement, qui m'avait formé, en fait, à Agri-Québec sur
des démystifications qu'on faisait dans les écoles pour l'orientation sexuelle. Ce qui me stressait énormément, c'est que moi, je fais beaucoup de bénévolat dans ma vie. C'est ce qui m'a, entre autres, sauvé, je dirais, en termes d'accomplissement personnel. Bon, je faisais, je fais encore du bénévolat dans une maison de thérapie pour femmes où j'étais allé. Et ça me faisait peur parce que je me disais, je vais perdre ça. Parce que bon, c'est une thérapie pour femmes. Fait que clairement, si je deviens un homme, probablement qu'ils vont me dire que je peux pas. Excuse-moi, je sais pas si ça a bugué. OK, j'ai comme reçu un appel en même temps. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr qu'au niveau de tout cet aspect-là de bénévolat, ça me faisait très peur. Mhm. Laisse-moi 2 petites secondes parce que là, je sens que ça va me faire perdre le fil. Puis, euh, OK, ça va régler le problème. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'au niveau bénévolat, ça a été vraiment un gros moment à me dire, OK, est-ce que j'accepte de perdre ces choses-là? Parce qu'au niveau de Gris-Québec, c'était un peu le même principe. Si je devenais un homme, ben là, j'étais plus lesbienne, j'étais plus du genre homme-femme. Ben, tu sais, bon, Mhm. j'étais une personne trans, donc je pouvais pas aller dans les classes nécessairement parler, ça devenait trop compliqué pour eux. Il n'y avait pas encore là, établi le projet au niveau de l'identité de genre. Donc, c'était beaucoup de projets qui allaient être perdus en même temps. Fait que j'avais beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Fait que, tu sais, ma réflexion a commencé avec ça et à un moment donné, je me suis dit, OK, je peux pas me baser sur des choses comme ça. Il y a d'autres choses qui vont venir dans ma vie à ce moment-là. Et je te dirais qu'après ça, ben, c'était la famille. Tu sais, de dire, OK, ben, mon père, je vais lui dire. Je voulais pas qu'il apprenne de quelqu'un d'autre. Fait que c'était comme sûr et certain que c'était une des premières personnes à qui j'allais dire. J'avais certains amis très, très proches qui avaient une idée, que j'avais des questionnements. Il y a eu aussi ben, ma patronne, où on a travaillé ensemble, qui dans ce Mhm. temps-là le savait. Je lui avais mentionné que j'avais des questionnements, puis c'était quelque chose qui me tracassait. Donc, c'est sûr que ça avait une empreinte au niveau de mon emploi aussi, parce que, tu sais, je veux dire, quand tu travailles avec le service à la clientèle, ben, tu t'exposes à ces gens-là, au Mhm. jugement et tout ça. Donc, c'était Ouais. un questionnement aussi que j'avais à dire, OK, mais là, je vais faire tout ce changement-là et à chaque jour, on va avoir un regard sur moi, à savoir, bon, les gens vont se poser des questions. Je veux dire, à un moment donné, il y a des changements et tout ça. Donc, c'est sûr qu'on se pose la question et c'était une tellement grosse équipe que ça aussi, j'avais peur. Tu sais, même si c'était une compagnie qui était hyper ouverte sur la diversité, je veux pas, les gens qui sont à l'intérieur n'ont pas nécessairement toutes les mêmes valeurs. Mhm. Euh, Fait que ça a été un gros point là, que j'ai trouvé difficile au départ à me dire, OK, est-ce que je me lance? Et je te dirais fin juin, en fait, si je ne me trompe pas, le 21 juin, dans ce coin-là, euh, j'ai écrit une lettre à mon père pour lui mentionner bon, que je me questionnais, que j'allais avancer, que j'allais aller chercher bon, des solutions par rapport à ce problème-là d'identité et que je ne savais pas encore vers où ça allait s'en aller, que j'y allais vraiment une décision à la fois. Puis que là, c'était la décision que j'avançais. Donc, que j'allais devenir. Bon, sur le moment, je n'avais pas choisi mon nom, mais à ce moment-là, j'ai dit je vais devenir un homme, puis je vais vivre pleinement l'homme que je suis à l'intérieur. Le lendemain, j'ai fait une formation justement à l'emploi et bon, je parlais de la Pride et tout, qu'est-ce qu'il y avait au niveau de la fierté à l'international. Et j'en ai profité pour annoncer à l'ensemble des gens qui étaient là cette journée-là que je me lançais dans ce chemin-là. C'est sûr que c'est pas évident parce que veux pas, à chaque fois que tu l'annonces, les gens ont des questions. Mhm. C'est automatique que les gens vont avoir des questions. Et c'est vraiment difficile. Pour vrai, là, parce que chaque jour, des fois, tu n'as pas envie de parler. Tu sais, je veux dire, Ouais. toi puis moi, on le sait, là, des fois, je veux dire, ça ne te tente pas. Ouais. Puis je veux pas, ce sujet-là amène beaucoup de questions. C'est Mhm. normal, tu sais, c'est pas encore hyper connu. Puis il faut avoir de la compréhension. Mais des fois, ça devient lourd. Fait que j'ai vraiment été étape par étape parce que je me disais, si je m'embarque trop, à un moment donné, je vais capoter. Donc, j'ai même arrêté. Moi, je faisais beaucoup de meetings AA et j'ai même arrêté de les faire parce que ça ne me tentait pas de parler de moi. Déjà que je Mhm. parlais beaucoup de moi dans la vie de tous les jours, ça ne me tentait pas en plus d'aller là et de m'analyser et tout.
Fait que j'ai vraiment fait les choses, je pense que je les ai faites comme il faut. Honnêtement, quand je regarde tout ça, je pense que je me suis quand même, bien, bien tiré. C'est sûr qu'au niveau de tout ce qui était, bon, c'est ça, l'emploi, ça a super bien été pour vrai, là. Une fois que ça a été fait, une fois que les questions ont été posées, bon, ça a été un peu un sujet de l'heure, là, mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de soutien de mes collègues. Honnêtement, c'était touchant même, à quel point ils ont essayé de me faire sentir à ma place, de justement, bon, avec le nom qui a changé et tout ça, ça n'a pas été évident non plus pour eux. Euh, j'ai été à l'écoute, tout ça, puis vraiment, ça s'est super bien passé. Mmh. Au niveau de la famille, bon, ça a été peut-être un peu plus difficile. Moi, ce qui était important, c'est que mon père choisisse, ben, approuve mon nom. En fait, Alexandre, c'est un nom que lui et ma mère avaient choisi pour une fille. Mmh. Donc, pour Exact. moi, c'était comme un clin d'œil Mmh. de dire, OK, ben oui, je suis née femme physiquement. Donc, je fais un clin d'œil à ça. Moi, il y a juste moi qui le sais. Là, maintenant, il va y avoir d'autres mondes, là, mais et Alexandre étant un nom d'homme, ben là, c'était un peu un choix pour moi aussi d'aller chercher un nom que ma mère avait choisi. Là, bon, maintenant qu'elle est plus là, pour moi, c'était important d'avoir justement ce lien-là Mmh. avec mes parents, avec les deux. Mon père a approuvé Alexandre. C'est sûr que pour lui, ça a été plus long. Je te dirais, ça a pris 11 mois avant qu'il m'appelle Alexandre. Il était capable de le dire à d'autres, mais à moi directement, ça a été plus long. C'est correct, je respectais totalement ça. C'est un cheminement qu'il fallait. Euh, Facebook a été une grosse étape. Au début, j'hésitais parce que mon père voulait pas le dire à tout le monde. Et je voulais pas non plus le forcer à le dire. Donc, je voulais le respecter là-dedans. Ce qui est arrivé, par contre, c'est que là, je me disais, je peux pas attendre qu'il fasse le pas pour continuer à vivre. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon Facebook et j'ai bloqué tous ses amis. Ça a quand même été long. Sur Facebook pour m'assurer qu'il n'y ait pas un pop-up de Ah, vous connaissez peut-être. Et j'ai fait bon, le parcours tranquillement. Le moment où je l'ai dit là, vraiment sur Facebook, là, mon père avait fait le tour de la famille. Donc, tu sais que j'ai écrit sur mon ancien profil, bon voici ce qui se passe. Ce Facebook-là sera plus actif. Il est encore là, mais c'est vraiment pour moi. Tu sais, dans le sens où des fois, je cherche un souvenir, je vais aller le chercher sur la page. J'avais pas envie d'avoir tout le temps les souvenirs là, de Mmh. avant. Mmh. Je voulais vraiment repartir à zéro. Fait que, tu sais, je me suis dit, OK, ben Alexandre, tu as ton Facebook, puis ta vie d'avant aura le sien. Mais j'ai pas encore, en tout cas, je suis pas encore rendu au point de l'enlever, de le supprimer. Je verrai, peut-être que ça va arriver un jour. Pour l'instant, je veux dire, il est là, puis il reste là. Puis sinon, ben c'est ça. L'état civil, ça aussi, ça a été un gros pas. Euh, mais c'est pas si compliqué, honnêtement. C'est plus le après, là, toutes les cartes à changer. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va penser nécessairement, Mmh. là. Tu sais, c'est énorme, là. Déjà, c'est difficile de changer d'adresse. Fait qu'imagine le nom. C'est assez l'horreur. Tu sais, il faut aller faire, bon, faut aller directement aux endroits. Tu sais, je peux pas juste appeler et dire, OK, j'aimerais ça changer mon nom. Fait que, tu sais, il faut que j'attende, bon, que l'État civil ait fait le certificat. Par la suite, il faut que j'aille dans chaque endroit. Bon, si c'est, mettons, l'assurance maladie, il faut que je refasse une photo. Il faut que j'envoie ça. Il y a des délais. Fait que, tu sais, exemple, l'assurance maladie, c'était comme 3 mois de délai, je pense. Euh, Mon certificat, je l'ai eu en octobre. Fait que ça a quand même été plus long, là. J'avais déjà commencé ma transition au niveau hormonal. Puis après, ben, c'est sûr que là, cette année-là a été la transition hormonale. Donc, à Mmh. partir du 14 août 2018, j'ai commencé la testostérone. Ça a été un gros challenge pour moi parce que j'ai peur des aiguilles, mais vraiment beaucoup. Puis là, c'était de me dire, OK, mais pour le restant de ta vie, il va falloir que tu te piques une fois semaine. C'est pas si pire une fois semaine, là. Je veux dire, les diabétiques, c'est tous les jours, mais quand tu as une peur comme ça, puis de te dire qu'il faut que tu le fasses toi-même, parce que je veux pas dépendre, puis une chance que je dépends pas des CLSC, parce qu'en ce moment, ça a été problématique. Ouais. Tu sais, pour moi, c'était important que je prenne cette autonomie-là. Donc, pendant 3 mois, j'ai été voir une infirmière.
pour vraiment qu'elle m'apprenne tranquillement, pas vite. Tu sais, j'ai dit: «Je vais commencer par certaines étapes». Hem, puis après ça, ben c'est ça, tranquillement, pas vite, j'ai été capable de faire ces injections-là. Mais il y a eu un moment, je te dirais, je pense que c'est en janvier, à peu près, où que là, ma tête, elle a dit: ça marche plus, là». Tu sais, j'avais beaucoup de changements. J'ai été vraiment chanceux, là, pour vrai, là, mes changements ont été énormément vite, là. Après un mois, j'avais un petit peu de barbe, fait que, je te dirais qu'au 4e mois de testostérone, les gens m'appelaient déjà monsieur, j'avais plus de madame. Fait que ça a été difficile pour moi de m'adapter rapidement, parce que veux, veux pas, c'est des changements, là. Je veux dire, toute ma Mhm. vie, j'ai dit «elle», toute ma vie, j'ai vécu en tant que femme. Fait que, tu sais, ça a tout été des choses à changer. Tu sais, veux pas, on y pense pas, mais bon, les hommes, ils donnent la main aux hommes, ils donnent pas des becs, tu sais. Une femme, ça donne juste des becs. Tu sais, c'est tous des aspects de la société qu'on pense pas nécessairement. Tu sais, que ça soit les salles de bain, tu sais, je veux dire, la testostérone n'est pas magique, là, dans le sens où j'avais encore mes règles au début, puis là, j'allais dans la salle de bain des hommes, là, il n'y avait pas de poubelle, là, c'était toute une histoire. Fait que, tu sais, c'est vraiment un cheminement qui a été difficile, surtout au cégep, là, tu sais, les salles de bain, il fallait quasiment, il y a des salles de bain uniques, mais il faut qu'ils sont plus loin dans le cégep. Il fallait que je prévoie mon horaire d'aller à la salle de bain entre tel cours et tel cours, parce que sinon, ça avait juste pas de sens. Mes profs ont été très, très, très à l'écoute. Euh, Contrairement au DEP, que j'avais été faire un DEP en électricité où que c'était difficile pour eux de dire madame. Fait que, Mhm. tu sais, ils disaient tout le temps messieurs, puis tu sais, je passais dans le batch. Autant que au cégep, c'est super, super l'ouverture au niveau des femmes. Fait que, tu sais, dès qu'il y a une femme dans le cours, les profs sont mindés tout de suite à dire messieurs, madame. Fait que là, c'était de leur demander d'annuler ça, puis de, Ouais, de penser à dire juste messieurs, puis tu sais, de ne pas se tromper, parce que sinon, ben, tu sais, pour moi, ça me mettait un malaise, je veux pas. Les gens ont vraiment été vraiment à l'écoute, pour vrai. Une chance, parce que j'aurais trouvé ça plus difficile, je crois. Puis c'est ça, au niveau des injections, à un moment donné, ma tête, elle voulait plus, là. Tu sais, il y avait trop de changements. Il n'y avait plus assez de gains par rapport à ce que le challenge de me piquer allait être. C'était l'horreur, là. J'étais rendu à me piquer dans le noir avec des lunettes fumées pour être sûr de ne pas voir l'aiguille. Prendre 2 heures pour me piquer, c'était long, c'était difficile. Puis à un moment donné, ben, c'est revenu normal, mais ça a pris au moins 2, 3 mois là, OK. avant que ça revienne normal. Ça aussi, c'était un challenge. Puis là, plus tu as des changements, tu sais, là, vu, tu veux pas, la voix a changé, bon, la barbe a apparu. Ben là, plus je me sentais mal avec mes seins, puis là, ben, l'opération se fait pas en 2 secondes. Tu sais, Exact. j'ai fait ma demande dans les mêmes dates que l'État civil. Donc, de mémoire, là, c'est ça, dans le mois de juillet environ. J'ai eu mon préopératoire en octobre 2018 et j'ai eu mon opération en octobre 2019. Fait que ça a pris quasiment, je pense que c'est 14 mois que j'avais calculé en tout, là. Mhm. Euh, c'est long parce que, tu sais, veux pas, quand tu as une dysphorie, ce que tu as dans la tête, c'est de dire, OK, les gens voient ça. Puis même si les gens voyaient un homme quand ils me voyaient, ben moi, dans ma tête, la seule chose que je me disais, c'est ils s'en rendent compte, j'ai des seins. Puis même si je portais des vestes compressives, j'avais vraiment l'impression que tout le monde voyait ça. Mhm. Puis ça, c'était très difficile au niveau de l'énergie, de vivre ça chaque jour. Tu sais, même au travail, j'ai trouvé ça difficile parce que dès que j'avais une interaction avec un client, la seule chose qui me trottait en tête, c'est est-ce qu'il s'en rend compte? Puis je voulais pas vivre ça, mais j'avais l'impression d'être un peu un imposteur, mais c'est pas Mhm. ça. Tu sais, j'étais moi, sauf que j'avais peur que quelqu'un me pointe du doigt et dise hey, non, c'est pas vrai. Tu sais. Même si moi, je me sentais très bien dans ça, ben, j'avais peur de me faire démasquer, on va dire. Mhm. Euh, la première année a été plus difficile. Après ça, la deuxième année, ben, tu sais, là, bon, je suis encore dedans. J'ai eu l'opération en octobre, justement. Ça n'a pas été facile, ça non plus. Ça a été un gros point dans ma vie. Durant mes études, j'ai manqué la mi-session. Il a fallu que je fasse ma mi-session en même temps que ma fin de session. Bon, c'est au moins 2 mois d'arrêt. J'ai eu 2 mois d'arrêt de travail. J'ai fait de l'école quand même.
Je pouvais rien soulever, je pouvais rien faire, je pouvais pas lever mes bras. C'était c'était éprouvant, mais en même temps, c'était le fun. Parce que, tu Mmh. sais, là, j'étais vraiment moi, là. Tu sais, là, je me voyais dans le miroir, là, puis c'était une découverte totale, là. Tu sais, je me disais: «OK, c'était vraiment ça, là». Tu sais, c'est là que tu te rends compte si oui ou non, ça passe ou ça casse. Tu sais, même avec la Ouais, barbe, même avec tout, on dirait que l'étape de l'opération au niveau, de la mastectomie, ça a été vraiment ça qui a fait: «OK, je suis à la bonne place». Et c'est vraiment ça que je voulais. ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu à un moment donné passer, je me souviens pas si c'était un texte, mais je pense que c'était une vidéo où tu disais: «Je porte un T-shirt pour la première fois» ou quelque chose comme ça, là, puis c'était après la mastectomie, puis évidemment, je comprenais que d'enfiler le T-shirt, c'était pas rien, avec tout ça, mais comment ça se passe à l'intérieur de toi quand tu dis: «Je peux arrêter de masquer des choses, puis là, je peux mettre des vêtements ajustés, il y a pas de problème. Je me sens ce que je projette, ce que je suis maintenant». Hem, L'étape du T-shirt, là, ça a vraiment parce que, dans le fond, quand je me suis fait opérer, j'ai eu des drains. Ce qui a fait que le lendemain, ils m'ont enlevé mes drains. Donc, ils ont enlevé mon bandage. Normalement, quelqu'un qui se fait faire la mastectomie prend au moins 4 jours avant de voir le résultat. Moi, je l'ai vu le lendemain. Sur le coup, j'ai trouvé ça rough, là, parce que veux pas, c'est pas super cute. Euh, mais quand je me. Parce que là, elle a enlevé toutes mes affaires couchées. Puis quand je me suis assis, puis que je me suis regardé dans le miroir, moi, ça faisait facilement 6 mois que je m'entraînais. En vision de dire, OK, ben quand ils vont m'opérer, je veux vraiment que j'aille des pectoraux, puis qu'ils soient capables de placer toutes les affaires à la bonne place, puis que ça ait du sens. Euh, mais j'avais tellement une forte poitrine que je voyais même pas ce que je faisais Mmh. comme travail. Puis quand je me suis assis, j'ai vu mes pecs, puis là, j'ai fait OK, OK, attends, là, c'est. euh, Quand je suis, quand je suis assis, je vois pas la cicatrice. Fait que, tu sais, ça m'a rassuré. Mais, veux pas, tu sais, il y a une cicatrice. Tu sais, même quand je me regarde dans le miroir maintenant, j'ai une vision d'avant quand même un peu au niveau vraiment du chest. Parce que, veux pas, tu sais, bon, ça prend quand même du temps avant que la cicatrice pâlisse, que vraiment. Puis, tu sais, je commence à peine à avoir du poil sur le chest. Fait qu'éventuellement, ça va changer un peu comme ma face maintenant. Tu sais, je te dirais que je regarde des photos d'avant, puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Mmh. J'aurais jamais pensé vivre ça. Tu sais, je me regarde dans le miroir, je vois plus la personne d'avant, je vois vraiment Alexandre. Ça aussi, j'ai eu peur longtemps, parce qu'il y en a qui me disaient: «Ah non, tu vas voir, tu vas toujours voir des expressions faciales qui vont te rappeler le avant». Puis non, j'ai tellement changé au niveau facial que je vois plus le avant. Puis Mmh. ça m'a vraiment fait du bien. Au niveau, du T-shirt, c'est ça, que c'est quand je l'ai mis, tu sais, je veux dire, j'avais tellement de linge dans ma vie où que je me disais: «Ah, tu sais, ça me fait bien, mais il me semble que ça me ferait mieux pas rien», tu sais? Puis, je me rappelle, il y avait un T-shirt que je portais, je l'avais acheté, là, mais je le portais jamais parce que justement, il était trop tight, puis je veux dire, ça paraissait bien trop que j'avais des seins, fait que j'avais comme arrêté de le mettre. Puis cette journée-là, là, j'étais quand même en forme. Je te dirais que j'ai dormi après, là, mais j'ai mis le T-shirt, puis je suis vraiment venu plus émotif que quand j'avais vu mon chest. Mmh. Puis sur le coup, même quand j'avais vu mon chest la première fois, tu sais, moi, je voyais des vidéos sur Internet de gars qui avaient eu l'opération, qui pleuraient en voyant le résultat. Puis moi, j'avais comme été plus de glace. On aurait dit que j'étais comme peut-être pas prêt à ça. Puis quand j'ai mis le T-shirt, c'est là que vraiment je suis devenu émotif. Puis c'était important pour moi de tout mettre ça en vidéo parce que il s'en passe des choses. Puis Mmh. même, là, j'ai fini mes études, là, mais ça, c'est dans mes projets. J'ai pris des vidéos tout au long de la première année et de la deuxième année. Je veux faire un documentaire avec ces vidéos-là. J'ai étudié en cinéma avant d'étudier dans les autres domaines. Puis c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire bon, des vidéos, des conférences, des choses pour faire avancer la cause, faire connaître c'est quoi. Et quand j'ai eu la mastectomie, je voulais faire des vidéos pour justement, bon, faire comprendre aux gens qu'est-ce que je vivais. Puis, je veux dire, j'avais juste ça à faire aussi. Là, je veux dire, je passais mes journées tout seul à écouter la TV. Fait qu'il fallait bien que je m'amuse un peu. Mais j'ai trouvé ça le fun de voir
à quel point les gens dans mon entourage étaient contents, fiers de moi, que je me choisisse, dans le fond. Puis ça m'a vraiment aidé à passer à travers cette grosse étape-là, je te dirais. Mmh. Mm. Tu as une amoureuse dans ta vie. Mhm. C'est la même que, avant tout le processus. Ouais. Personnellement, ça me touche, je trouve ça tellement beau. Qu'est-ce que ça l'a transformé? Puis, tu sais, le mot transformer, Alex, c'est pas forcément négatif, là, mais qu'est-ce que ça a transformé dans votre relation, le processus à travers lequel tu es passé? Parce que j'imagine que pour elle aussi, ça a été un processus. Oui, oui, ça n'a pas été facile. Tu sais, il y en a beaucoup qui nous regardent et qui nous disent: «Ah, vous êtes vraiment un couple fort, tu sais, vous êtes donc bien cute ensemble», tout ça. On a eu des bouts de rough, tu sais. Je pense que ce qui nous a aidé énormément dans tout ce parcours-là, c'est vraiment au niveau de l'écoute puis de la communication. Mmh. Tu sais, veux pas, j'ai longtemps, ben, en fait, avant dans mes thérapies, tout ça, j'ai appris à communiquer. Puis c'est vraiment ça qui a fait que j'ai été capable d'exprimer ce que je vivais. Parce que, tu sais, veux pas, avec la testostérone et tout, mes émotions ont changé. Donc, bon, je pleurais plus autant. Même que dans les débuts, je te dirais, si elle en pleurait, je me sentais complètement déconnecté. Tu sais, je me disais, mais pourquoi qu'elle pleure? Tu sais, comme si j'avais aucune émotion. Puis, ça m'a tellement perturbé au début. Je me disais, mais voyons, on dirait que je l'aime plus. Tu sais, la façon que je me sens, c'est comme si j'avais rien. Ça a été long avant que je m'habitue à cette espèce de côté rationnel-là, non émotif. Euh, Ça a été des bouts difficiles pour ça parce que, veux pas, ben, tu sais, elle me voyait un peu, bon, introverti, beaucoup dans le. Tu sais, j'étais beaucoup focusé sur moi à ce moment-là parce que, veux pas, bon, chaque journée, je voyais des changements. Chaque journée, je voulais les vivre pleinement. Ça va vite, fait que, tu sais, je veux pas en manquer un, tu sais, je veux tout noter, je veux vraiment, tu sais, prendre ça, je prends ça à cœur, puis, ben, veux pas, pendant ce temps-là, ben, je l'ai mis un peu de côté, tu sais, Mmh. puis, mais elle est restée là, elle était là pour moi, elle est venue avec moi à mes rendez-vous, elle a vraiment été présente, malgré le fait que moi, ben, mentalement, j'étais moins présent à ce moment-là. Elle aurait pu faire totalement l'inverse, se dire, OK, mais clairement, t'es plus là, t'es plus dans notre relation. Puis non, au contraire, elle m'a vraiment supporté là-dedans. Puis tu sais, veux pas, c'est beaucoup demandé des fois, comment je pourrais dire ça? Tu sais, la voix, c'est quelque chose qu'on remarque pas nécessairement, mais qui est quand même important dans un couple. Tu sais, je veux dire, c'est un son qu'on a de familier, que la personne, bon, elle se réfère à ça de la personne qu'elle aime. Et là, dans les 3 premiers mois de testostérone, ma voix change quand même rapidement. Les 3 premiers mois, c'est graduel, mais au troisième, quatrième mois, là, il y a vraiment une coupure franche où que la veille, c'était madame au téléphone, puis le lendemain, c'est monsieur. Là. Tu sais, il y a vraiment Mmh. une craque, on va dire. Là. Et je me rappelle cette journée-là, elle est partie travailler, puis quand elle est revenue le soir, elle a vraiment fait un saut. Puis c'était quelque chose qu'on avait parlé au départ, parce que moi, j'avais peur que le je t'aime soit pas le même, puis qu'elle ait vraiment peur de ce qui allait arriver par la suite, qu'elle ait peur de perdre une personne. Je voulais pas qu'elle se ressemble comme ça. Je voulais qu'elle ressemble que la personne changeait physiquement, mais pas à l'intérieur. Je veux dire, mes valeurs ont resté les mêmes, mes rêves, mes buts, mes objectifs sont les mêmes. Euh, Puis ça n'a pas été évident. Honnêtement, là, dans les premiers mois, elle pleurait beaucoup. Euh, j'ai été à l'écoute. C'est vraiment ça. Oui, je trouvais ça difficile parce que je ressentais pas nécessairement la même chose. Euh, mais j'ai été à l'écoute et je te dirais que la coupure, ben pas la coupure, mais ma compréhension s'est faite totalement la journée. On est allé à l'épicerie. Super, une journée super normale. Là. Puis à un moment donné, elle s'arrête dans l'allée des céréales. Là. Elle avait une boîte de céréales dans les mains, puis elle se met à brailler. Puis là, j'étais comme, ben voyons. Qu'est-ce que j'ai fait que j'ai dit? Puis là, elle me regarde, puis elle dit, je pense que je suis en train de tomber en amour avec Alexandre. Puis là, Mmh. j'ai fait, OK. Là, ça veut dire qu'on a passé la plus grosse étape, puis qu'on est rendu ailleurs. On est rendu à vivre vraiment notre vie à deux. Euh, Ce qui nous a aidé aussi, c'est d'aider d'autres couples. Donc, je te dirais, après le 6e mois de testostérone, on était plus à l'aise aussi.
On a fait des soupers des fois avec des couples qui vivaient la même chose, qui commençaient le processus pour répondre à leurs questions, être présent pour eux s'il y avait besoin. Puis ça nous aidait aussi, tu sais, ça nous rassemblait, moi et ma blonde, parce que veux pas, tu sais, on s'en parlait. On Mmh. vivait un peu les deux côtés de leur aventure. Puis ça venait rejoindre un peu notre côté bénévolat, justement, là, qu'on fait maintenant. Ma blonde, elle va dans des classes expliquer tout ça. Au niveau de son orientation sexuelle, c'est sûr que ça l'a joué. Bon, au début, bon, moi, j'étais sa première blonde dans ce temps-là. Fait que, tu sais, elle est passée de hétéro à lesbienne. Puis là, oh, puis d'un coup, il fallait comme qu'elle dise à son entourage, bon, ben, tu sais, ma blonde devient mon chum. Puis ça n'a pas été facile pour elle, mais bon, elle a eu des réflexions. Puis drôlement, ces réflexions m'ont fait faire des réflexions. Parce que je me Mmh. suis dit, moi aussi, mon orientation sexuelle change. Bon, je deviens hétéro dans un sens. Mais j'avais-tu vraiment envie de ce terme-là? Est-ce que c'était vraiment ça que moi, je ressentais comme attirance? Fait que, tu sais, même moi, j'ai eu des questionnements à me dire, OK, mais si ma blonde n'était pas là, je serais où, moi, dans le spectre humain, là, tu sais? Mmh. Puis c'est là que je me suis rendu compte, tu sais, veux pas, en ayant des conversations avec elle, elle se dit pansexuelle, qui veut dire, bon, c'est aimer l'humain, en fait, là. C'est pas être attiré par son genre nécessairement. Fait que ça pourrait être un homme, une femme, un homme trans, une femme trans. Et à force d'avoir des discussions avec elle, ben, je me suis rendu compte que moi aussi, c'était ça. Tu sais, dans le fond, je suis en amour avec une personne, je suis pas en amour avec son physique. Euh, Puis, tu sais, je veux dire, je pense que c'est ça qui fait de la beauté de la chose, c'est qu'on est vraiment plus attentif à l'esprit, à ce que la personne vit, qu'à son physique. Puis c'est ce qui fait que je pense que notre relation se tient puis que ça a du sens. Ah génial, génial, ça m'a beaucoup touché quand tu as dit que, heu, dans l'allée de l'épicerie, elle était en train de tomber Mmh. en amour avec le Alexandre. Ça me touche profondément. Ça me fait voir à quel point quand la communication est là entre 2 personnes, il y a moyen de dire comme le monsieur Legault dirait de ce temps-là, aplanir la courbe. Ouais. Faire en sorte que finalement, on puisse mettre des mots sur, des mots MOTS sur les mots MAUX et échanger, avec le cœur bien ouvert. Mmh. Dis-moi, Alex, tout ce processus-là, qu'est-ce que tu as appris ou confirmé sur toi quand tu te regardes, quand tu regardes le cheminement que tu as eu? Hem, j'ai appris à me connaître totalement, tu sais. On dirait qu'avant de faire cette décision-là, j'osais pas aller au fond des choses. J'osais pas aller, en moi bien profond à savoir qu'est-ce que je voulais moi réellement, ce que je voulais dans ma vie réellement, puis qu'est-ce que j'aimais de moi. J'étais pas capable de me regarder. Fait que si je veux dire, si je peux pas me regarder, je peux pas évaluer qu'est-ce que je vaux, puis je peux pas non plus savoir ce que j'aime. Hem, Quand j'ai pris la décision d'aller de l'avant, j'étais prêt à tout perdre. Que ce soit ma famille, mes amis, ma job, j'étais prêt à changer de ville, puis à recommencer au complet. Juste pour être moi, puis me choisir moi. Mmh. Euh, Ça a été un choix à 100% pour mon bonheur personnel. Puis tu sais, des fois, j'aime le dire, là, mais ce côté égocentrique-là est parfait comme ça. Je veux dire, on a le droit d'être égocentrique dans la vie sur ces sujets-là, puis ces problèmes-là de vie. Et je crois que de s'aimer, puis de faire en sorte de s'aimer, ben c'est ce qui fait que, Colin, je suis bien en ce moment. Tu sais. D'un début, là, quand mes changements physiques commençaient, à chaque jour que j'allais au CLSC, à chaque semaine que j'allais au CLSC pour faire mes injections, je voyais mon reflet dans la vitre, puis à chaque fois, je souriais. Puis je me disais, Colin, j'ai jamais souri en me regardant dans la vie, puis là, je le fais. Puis c'est là que j'ai fait, OK, dans le fond, là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je veux dire, je suis heureux. Oui, oui, il y en a des choses qui vont mal dans la vie, des fois, comme en ce moment. C'est pas 100% parfait, là. Mais il y a toujours du positif dans le négatif. Puis en ce moment, ben,
l'aspect physique me convient. Dans le sens où je vais me regarder dans un miroir, OK, je suis pas parfait, là. Il y a des choses qu'encore que je suis humain, là. Il y a encore des choses que je vais regarder, je vais dire ah, ça, j'aime moins ça. Mais je suis moins attardé là-dessus parce que là, l'ensemble concorde avec ce que j'ai dans la tête. L'ensemble concorde avec comment je me sens. Puis, honnêtement, j'aurais jamais pensé me regarder dans le miroir puis me trouver beau. Mmh. Depuis que je suis tout jeune. Puis, des fois, parce que veux pas, on se regarde pas tous les jours dans le miroir tout le temps. Là, je veux dire, j'ai pas un miroir scotché devant moi en tout temps. Fait que ce que mon cerveau voyait au départ n'était pas nécessairement la même chose que ce que mes yeux voyaient quand je me regardais dans le miroir. Ça a été long avant que cette adaptation se fasse. Fait que plus je me regardais, mieux j'allais. Moins je me regardais, moins j'allais. Fait que ça a pas été facile, mais maintenant, je me sens bien. Je le sais que je suis bien, je sais de quoi j'ai l'air. Je suis bien avec ça. J'aime tous les changements qu'il y a eu. Ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu que, bon, j'aime moins ma voix. Ça aurait pu, là, je veux dire, c'est tellement des choses inconnues dans lesquelles je me suis embarqué. Même au niveau de la voix, moi, je chantais avant. J'ai eu peur. J'ai eu peur de ça parce que je me disais, OK, mais là, ma voix va changer, mais là, je vais être capable de chanter. Je vais être capable de refaire ces passions-là que j'aimais. Puis, ben, Colin, au contraire, ça me raccroche à ces passions-là. J'ai Mmh. même, juste au début du confinement, j'ai réécrit à une ancienne prof de chant que j'avais eue, puis j'ai dit, est-ce que tu donnes encore des cours? Si oui, j'aimerais ça revenir prendre des cours parce que là, ma voix, bon, elle se positionne différemment. Je la connais pas à 100% encore et j'aimerais ça voir qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Fait que, j'ai dit, j'aimerais ça me réessayer, tu sais. Puis là, je vais avoir du temps. Fait que, bon, en ayant une carrière, plus de temps, ben c'est sûr que c'est le fun d'essayer de trouver des passions. Mais honnêtement, je regrette tellement rien de ce que j'ai fait, de où je suis rendu, puis de quoi j'ai l'air maintenant, au Mmh. contraire. Puis je pense que c'est ça qui fait ma force parce que quelqu'un me dirait que j'ai pas raison ou que pour X raison, bon, qu'un trans n'est pas valide, mettons, euh, je m'en foutrais. Dans le sens où je suis tellement bien avec moi que qu'importe ce que les gens vont dire, je suis bien. Fait que, Qu'est-ce que tu aurais à dire à un homme, une femme qui se retrouvent à la même place que où tu étais, c'est-à-dire, puis pas forcément avec le besoin de changer de sexe, mais d'avoir l'impression de ne pas pleinement habiter son identité, probablement être submergé par la peur, pas trop savoir, je devrais-tu avancer, pas avancer, pas tellement à l'écoute, surtout centré vers l'extérieur, parce que quand on tourne la caméra vers soi, c'est pas trop long qu'en grattant un petit peu, on se sent bien qu'il y a un malaise profond. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là qui nous écoutent? je te dirais là, souvent, puis ça m'arrive de le mentionner là, quand je vais voir des femmes qui sont en thérapie ou que bon, ils ont besoin de faire des changements dans leur vie. Euh, Moi, je considère que on a besoin de travailler pour arriver à quelque chose. On a Mmh. besoin de se mettre en action. On ne peut pas juste attendre que ça change. Donc, je pense que l'important, c'est d'essayer de cerner c'est quoi le problème. Parce que, veux pas, des fois, c'est pas évident nécessairement. Il faut quand même se poser des questions. Euh, de ne pas avoir peur non plus de prendre le temps de le faire. C'est pas obligé que ça soit fait demain matin. Mmh. Des fois, c'est juste de justement prendre 2-3 secondes de temps en temps, de dire ah, OK, ça me plaît pas. OK, mais pourquoi ça me plaît pas? Puis poser des bonnes questions. Euh, Par la suite, ben, c'est de se mettre en action. Je veux dire, tantôt, j'ai écrit à mon kinésiologue en lui disant ben, en ce moment, je ne vais pas vraiment à l'entraînement. Peut-être que j'aurais un petit peu de poids à perdre là, avec le confinement. J'ai peut-être mangé un peu trop. Fait que j'ai dit là, je me prends une entente avec toi, comme quoi que suite au confinement, je veux un rendez-vous. Fait que je me suis mis en action. J'ai pas attendu que le confinement finisse pour finalement rallonger la chose.
C'est vraiment, tu sais, je pense que ça va avec des décisions, des réflexions. Euh, c'est ça que j'aime un peu de la vie. Suite à ma thérapie, tu sais, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'essaie d'être mieux, j'essaie d'aller au-delà de ce que je suis. Je considère que personne n'est jamais parfait, il y a toujours quelque chose à arranger. Tu vois, pendant le confinement, je me suis rendu compte que, oh, OK, j'avais encore un peu d'anxiété au niveau social, au niveau, bon, justement, quand il y a des situations comme ça, comment que je gère ça. Et mon anxiété est différente maintenant, donc il faut que je la gère différemment. Euh, En le sachant, ben, je vais pouvoir travailler ça. Tu sais, je vais pouvoir essayer de trouver des objectifs puis des activités ou des choses pour aller de l'avant puis changer tout ça. Je pense que il y a une de mes amies qui me dit souvent le bonheur goûte bon. Puis l'autre expression que j'aime bien qu'elle me dise, c'est faire les choses différemment. Tu sais, je veux dire, si quelque chose ne fonctionne pas, bien beau faire tout le temps la même affaire, mais on n'arrivera jamais à autre chose. Tu sais. Fait que ça, j'aime ça. Tu sais. Si je fais quelque chose et que ça ne marche pas, ben je vais essayer de m'accrocher à d'autres choses puis changer ce que je fais. Parce que clairement, c'est pas la bonne action si ça ne fonctionne pas. Euh, je pense que dans la vie, tout le monde devrait s'aimer. On est tous différents. Il n'y a pas personne qui est pareil. Puis je pense que la beauté de l'humain est vraiment dans sa personnalité. Euh, Fait que, sincèrement, je pense que c'est vraiment juste de se donner une chance. Ouais, j'aime bien ça. Puis, tu sais, il y a deux choses que je retiens de l'échange qu'on a jusqu'à date, c'est que tu as dit, c'est bien d'être égocentrique, tu sais. Imagine tout le cheminement que tu as dû faire pour en arriver à dire ça, sachant que ce que tu faisais avant, c'était de vivre pour le regard de l'autre. Exactement. C'est assez impressionnant. Et l'autre chose que je retiens, avec laquelle je suis tellement d'accord, c'est prendre le temps de se poser les bonnes questions, parce que ça va faire émerger les vraies réponses qui vont servir de source de motivation quand je vais être dans l'action. Tu sais. Mhm. Tu savais pas quelles allaient être toutes les étapes que tu allais traverser pour en arriver à aujourd'hui. Tu sais, des choses aussi anodines auxquelles moi, j'ai même pas pensé quand j'ai préparé ma rencontre avec toi. Tu sais. Mais j'ai jamais pensé, moi, que juste saluer quelqu'un dans le corps d'une femme, dans l'énergie de la femme, et saluer quelqu'un dans l'énergie de l'homme, dans le corps d'un homme, à quel point il y a des choses qui changent, la bise, serrer la main, faire un câlin, etc. Donc, tu n'étais pas au courant de tous ces éléments-là qui allaient devoir changer. Et quelque part, c'était bien correct aussi. Tu sais, tu les as rencontrés au fur et à mesure. Tu t'es pas cherché toutes les poux, c'est ça que je comprends. Non. Alex, il y a une question que je pose tout le temps. Euh, Peut-être qu'avec le temps, ça deviendra comme une marque de commerce du podcast, mais j'aime poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageusement humain? Être courageusement humain, pour moi, c'est vraiment de, de se mettre en action pour nous-mêmes, Mm. de se choisir totalement. Euh, Tu sais, l'important d'abord, c'est moi. Puis les autres vont être ensuite. Puis si l'important d'abord, c'est moi, puis que je suis capable de mettre tout ça là-dedans, puis justement avec courage, parce que je veux pas, tu sais, des changements personnels, c'est jamais simple. Ben après ça, je vais être plus ouvert aux autres. Puis je vais être plus ouvert autant à l'humain que je suis qu'aux autres humains qui m'entourent. Mm. Fait que pour moi, je te dirais que c'est ça. Mhm. J'adore ta réponse. C'est la fin, c'est la fin. Merci infiniment, Alex, pour ton temps. Si les gens qui nous écoutent avaient envie d'entrer en contact avec toi, c'est quoi la meilleure façon de le faire? Facebook. Facebook? Ouais, ouais. Génial. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Alexandre, mon surnom, je pense, c'est AlexBed188 sur Instagram. Puis là, ben, je m'amuse avec TikTok ces temps-ci. Super. Génial. Puis moi, je vais mettre ça, ces façons de te rejoindre, je vais le mettre dans les notes du podcast. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent aller sur
le site du podcast, vous aurez les liens vers les accès à Alexandre. Alex, merci infiniment d'avoir ouvert ton cœur comme ça. Écoute, j'ai été profondément touché à plusieurs reprises. C'est vrai que je suis en contact avec un homme aujourd'hui, puis je te disais tantôt, que j'avais des souvenirs de la femme que j'ai côtoyée. Il y a une chose qui est certaine pour moi, c'est que même si ton identité a changé, tes valeurs profondes, pour moi, sont demeurées les mêmes. Beaucoup d'authenticité, beaucoup d'ouverture, beaucoup de vulnérabilité. Euh, Même si j'ai senti beaucoup de solidité dans nos échanges, j'ai entendu aussi toute la douceur, toute la bienveillance qui est là. Merci. Merci pour tout ça. Merci pour l'échange. Merci d'avoir accepté dans un horaire assez chargé de passer cette période-là avec moi. Je suis profondément touché. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Justin. Merci.